Salut à tous, c'est Pank de Ageno, bienvenue sur cette vidéo qui continue le cheminement sur Méthode Silva, sur la deuxième partie de ce podcast qui, va aller là où on avait initialement comme idée avec Lee. Donc, c'est pas continuer le cours de 1972, mais vous lire et vous faire le feedback des questions qu'on s'était posées la semaine dernière et il y a 2 semaines avec Lee. Et Ed nous a répondu. On a quand même vachement de chance d'avoir des réponses. Donc, souvenez-vous, on s'était posé la question quand est-ce que ça avait commencé les cours pour enfants, quand est-ce que ça avait commencé les cours avancés. Et là, il nous a donné plein d'infos. Donc, je vais lire son retour comme ça. Vous aurez tout le feedback. Alors, bonjour Pank. Eh bien, vous n'avez pas dit pourquoi vous le demandez. Alors, je vais vous raconter toute l'histoire. Faites-moi savoir si vous souhaitez des choses plus spécifiques. J'en parlais avec Joe il y a quelques mois. Isabella est née en 42. Elle aurait donc 7 ans en 49. C'est en 49 qu'il fut tellement frustré par les contradictions entre Freud, Adler et Jung qu'il décida d'arrêter ses études de psychologie et jeta son livre contre le mur avec colère. Cette nuit-là, il a vécu une étrange expérience onirique qui lui permet de gagner 10 000 euros à la loterie mexicaine. Si vous voulez plus d'infos à ce niveau-là, on en a parlé quasiment au départ quand on a parlé de la biographie de José et où effectivement on a vu ce moment, il s'est dit bon, tout ça c'est des gars, j'en ai marre. Et il a eu une expérience qui lui a dit non, continue. Donc celui. Puisqu'on parle de ça, justement, ouais. je voulais intervenir parce que il y a un instructeur aux États-Unis qui a été beaucoup enregistré en vidéo et tout ça, qui a dit que José avait une vision de la Sainte Vierge qui lui a donné les numéros. Et là, c'est totalement imaginaire, quoi. Donc, tu as vu dans la biographie, dans tout ce que Ed nous dit, il n'y a aucune mention de ça. Non. Mais je voulais quand même, pour ceux qui ont entendu ça, c'est une de ces légendes qui a été un peu brodée, mais il n'y avait aucune vision de la Sainte Vierge dans cette expérience. Voilà, je voulais juste clarifier ça. Et si on prend ce qu'on a dit à la fin du précédent podcast, pensez, il était en train de saturer. En général, il nous explique il nous explique dans sa biographie qu'il lisait tard la nuit. Et que souvent, il lisait énormément et vers 1h ou 2h du matin, souvent, il allait se coucher, mais il était crevé et donc il était complètement barré. Pour les personnes qui connaissent l'hypnose et qui connaissent la méthode Silva, vous savez que quand on est en confusion-saturation, c'est un processus inductif. Le processus inductif nous amène dans quoi? Dans des transes. La lecture nous amène dans des transes. Et il est possible qu'entre la fatigue, toutes les infos qu'il était en train de prendre, la transe dans laquelle il rentrait, la confusion, la saturation, le tout lui a donné une transe dans laquelle il a eu des intuitions, des visions, des sensations, des plein de choses. Oui. Et ça peut nous arriver à tous. C'est-à-dire que des notions, il y a des moments où on est complètement saturé et qu'on a des idées ou des éléments hyper intéressants qui arrivent. Ça peut arriver à tout le monde. Donc, ce qu'il a vécu, alors c'est génial parce qu'il a gagné 10 000 $, ce qui est génial, mais ce qu'il a vécu, on peut tous le vivre. C'est pour ça que c'est bien d'éviter de le rapprocher à dire oui, il y a Sainte Vierge qui est arrivée, puis il a parlé à 3 prophètes. Quoi. Non, il était dans un état, et un état qui est assez cohérent, vu que lui, si on reprend ce qu'on disait il y a quelques minutes, donc vous sur la précédente vidéo, c'était quelqu'un qui, naturellement, allait facilement exploiter ses trans. Donc je pense que la notion de ce qu'il a vécu à ce moment-là a du sens, peut être vécu par beaucoup de personnes. Et c'est aussi le fait qu'il y avait une sorte de lâcher prise. Ouais. Parce que finalement, il s'est dit, j'en peux plus, c'est fini, pouf, il jette le livre contre le mur. Donc, il y a ce lâcher prise qui l'a permis justement d'être dans la réceptivité. Et interruption de pattern. Tu vois, jeter le bouquin, ça tombe, t'interromps un pattern. T'en as ras le bol. Il y a plein de choses. C'est hyper intéressant. Hypnotiquement parlant, cette petite phase-là est très intéressante pour nous. Donc, effectivement, c'est intéressant. Donc, qui a gagné 10 000 $ à la loterie mexicaine. Cela représentait environ 2 ans de salaire pour un ouvrier moyen. Il a compris le message, il a récupéré le livre de psycho et a continué ses études. Nous pensons donc que c'est probablement
au cours de l'année scolaire, j'aime bien, 1949-1950, qu'il a commencé à utiliser l'hypnose avec Isabelle. Puis Tony et Margie et ses autres enfants, et a développé des techniques qu'il utiliserait plus tard dans la partie préliminaire BLS MC le 101, MC 202. Après 3 ans, Isabelle a commencé à deviner son esprit, à lire dans son esprit. C'est l'idée, hein, c'est avoir l'intuition d'être connecté à. Alors, ça aussi, hein, ça peut s'expliquer sur ce qu'on appelle des transes communes. Ça nous arrive de le vivre en séance d'hypnose et ça nous arrive pendant des séminaires où parfois on est tellement barré, mais dans entre guillemets, la même transe que les personnes avec qui on est, qu'on arrive à percevoir ce que l'autre veut dire. Ou l'expression de. Moi, le truc le plus incroyable que j'avais eu comme ça, c'est que à l'époque, je faisais beaucoup un type d'hypnose où j'étais très connecté aux gens et je voyais ce que la personne était en train de me décrire. Mais je me retrouvais dans ce que la personne était en train de me décrire. Et elle me décrivait un truc et moi, je le voyais d'en haut et je disais, mais il y a aussi ça un peu plus loin. Elle me dit, oui, il y a ça un peu plus loin. Alors, bien sûr, ça a un rapport de suggestion, mais il y avait une espèce d'aventure commune dans un monde onirique, dans un monde de trance, où les deux étaient connectés. C'est très intéressant et c'est assez troublant au départ. Donc là, ce que vivait Isabelle, là encore, c'est des choses qu'on peut tous vivre, et d'où l'intérêt de la méthode Silva, qui avait aussi cet objectif de vous faire vivre ces expériences-là. Et il s'est concentré sur le développement de l'ISP. La raison était simple, l'intuition est un bien meilleur outil de résolution de problèmes. Par exemple, je lui parlais un jour, quelques années après mon arrivée ici, au début des années 80, il m'a dit d'aller poser une question à Tony. Il m'a dit d'utiliser la phrase exacte, « Tony, veux-tu, s'il te plaît, réciter le poème Invictus pour moi ?» Quand je l'ai fait, Tony a fait exactement ce que son père avait dit qu'il ferait. Il s'est levé, a redressé les épaules, a regardé dans le vide, un regard hypnotique, question de aide, et a commencé d'une voix monotone, Invictus, par Henley. La nuit qui me couvre, noire comme la fosse d'un pôle à l'autre, je remercie tous les dieux pour mon âme invincible, et alors qu'il arrivait aux dernières lignes, il concentra lentement ses yeux et se tourna vers moi avec une expression étonnée. Alors qu'il terminait le récit, je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. Puis, les yeux écarquillés d'étonnement, il s'est exclamé, je n'ai pas fait ça depuis 30 ans. Donc là, en gros, qu'est-ce qu'il a fait pour les hypnos? Réactivation d'ancrage au travers d'une phrase clé. Et il est rentré dans sa transe avec ce qu'il avait appris en transe à l'époque et il l'a ressorti automatiquement. Et c'est vrai que c'est intéressant. Il s'est quand même bien amusé, José. Hein. Il en a fait faire des choses à ses gamins. Son père était très content quand je lui ai fait mon rapport. Et plus tard, il a fait la même démonstration avec Tony lors du séminaire de développement des conférenciers. Je pense que nous en avons un enregistrement quelque part. Il faut absolument, je vais l'embêter avec ça, mais il faut absolument qu'on le chope cet enregistrement-là. Parce que s'il a un enregistrement de Tony en train d'entrer en transe et de réciter quelque chose, ça pourrait être sympa de l'avoir. Je vais lui demander. Il dit, je l'ai quelque part. Et tu sais que si on ne lui demande pas, il va pas le chercher. Ah, il a l'enregistrement. Ah, d'accord. En fait, moi c'était pas la même occasion, mais moi, je l'ai vu. Hein. Tony nous a fait une démonstration de comment il rappelait mot par mot un texte qu'il a appris en petit garçon, quoi. Ouais. Est-ce que oui, tu m'avais dit que tu n'avais pas trop. Ah si, tu m'avais dit que tu avais vu José faire de l'hypnose, mais qu'il avait arrêté suite à un spectacle où ça s'était moyennement passé a posteriori pendant un. Non, ça c'est Ed qui a raconté ça. Ed qui avait raconté Moi, ça. j'ai jamais vu oser hypnotiser quelqu'un. Ouais. En fait, il disait non, je n'utilise pas hypnose. Ce qu'il dit en fait en 72 dans le. Il dit non, je n'utilise pas l'hypnose, c'est différent de l'hypnose. Et il donne beaucoup de preuves que ce n'est pas l'hypnose, pendant que ce n'est pas tout à fait ça. D'accord. C'était après ce spectacle où il a eu tellement de critiques, il a dit tiens, ça fait peur aux gens, donc il faut vraiment que je distingue pour que les gens n'ont pas peur que c'est de l'hypnose, je crois. Ouais. Non, mais c'est là où tu vois que c'était un gars qui était quand même très malin d'un point de vue
développement de son système, business et tout, il était ultra intelligent. Il a compris qu'utiliser le mot hypnose dans les années 70, c'était pas le bon truc. Hein. Alors, c'était impressionnant, mais de toute évidence, Tony ne faisait que répéter des informations que quelqu'un d'autre avait imprimées sur ses neurones cérébraux. Comme l'a expliqué M. Silva, alors, toujours dans les réponses de Ed, c'est toujours Monsieur Silva. On ne rigole pas avec Monsieur Silva. Moi, je mets José juste un petit peu pour titiller à chaque fois. Il me répond toujours Monsieur Silva, Monsieur Silva, Monsieur Silva. Et moi, à chaque fois, je dis ouais, mais José, il a fait ça pour ça. Il fait oui, Monsieur Silva a fait ça pour ça. Je trouve ça très drôle. Ouais, il a toujours montré ce respect. Et si c'est pas Monsieur Silva, c'est jamais José, c'est the boss, the chief. C'est génial, hein. Non, mais je trouve qu'il est génial là-dessus. Tu sens vraiment qu'il a été hyper touché par Monsieur Silva. Hein. C'est top. Ouais. Les sujets hypnotisés fonctionnent au niveau θ, et au niveau θ, vous ne pouvez fonctionner que de manière inductive et non déductive. Donc ça, on vous en avait déjà parlé, et je trouve que c'est hyper intéressant qu'il nous le rappelle. C'est vrai que ce que José avait trouvé un peu moyen avec l'hypnose, c'était de dire, il faut que je te mette en transe, que je t'induise une transe, que je t'approfondisse, que je t'envoie un ensemble d'informations, et tu es relativement peu autonome. Alors c'est vrai que, on en a déjà parlé avec Lee, hein, mais c'est vrai que c'était une période de l'histoire de l'hypnose où c'était très, très, très directif. Et c'était en gros, tais-toi, fais ce que je te dis, et puis tout ira mieux. D'accord ? Donc, complètement intéressant qui ramène ça. Et donc, non déductif, c'est-à-dire que la personne ne va pas de lui-même générer quelque chose. Générer ce qu'avec la méthode, on met en place. Maintenant, dans l'hypnose plus actuelle, c'est très déductif. Les gens qui font de l'auto-hypnose, c'est déductif. Et si on reprend Dave Hellman, ils vont dire toute hypnose est auto-hypnose. Donc, oui, c'est très déductif. Mais je comprends complètement le process de pensée de José est très juste à l'époque, parce qu'avec ce qu'il a lu, c'est sûr, c'était pas hyper autonome. C'était très influencé par l'opérateur. Ceci dit, il y a quand même une différence dans on est beaucoup moins actif en hypnose dans le sens qu'on dit, ah tiens, je vais essayer ceci ou cela. Donc, on peut accomplir des choses magiques, mais normalement, on n'a pas, bien, c'est mon impression quand même, on n'a pas autant de possibilités d'initier quelque chose nous-mêmes. C'est plus facile à être guidé. Je parle justement de la plupart des sujets hypnotiques. Il y a certains qui ont tellement développé ça. C'est comme les gens qui sont habitués à faire méditation profonde, ils deviennent de plus en plus autonomes. Mais moi, je me rappelle des régressions en hypnose, par exemple, où j'ai voulu faire quelque chose et j'attendais que mon hypnoseur me dise fais-le. Et avant qu'il m'a dit fais-le, je ne pourrais pas le faire. Donc, en ce cas-là, c'était beaucoup moins active et initiative, quoi. Donc, je crois qu'il y a une distinction. Mais là, je crois qu'il a vraiment exagéré les différences pour justement juste, Sylvain, oui. Mais tu vois, je trouve que tu as raison si on reprend la notion alpha, θ. C'est vrai que quelqu'un qui est par exemple en somnambulique profond, bien sûr qu'il peut parler, mais si parfois tu le bouges pas un peu pour dire tu peux me répondre, parle normalement, tu vas avoir quelqu'un qui va faire le zombie en train de faire. Donc effectivement, mais il répondra ou il va faire quelque chose. Mais c'est sûr qu'il est assez peu proactif à ce niveau-là. Donc, oui, tu as raison plus tu vas le faire, plus tu deviens autonome. C'est pour ça que je prenais l'exemple de l'auto-hypnose. Hein. L'auto-hypnose, tu dois tout faire tout seul, vu qu'il n'y a personne qui est là pour t'opérer les orientations. Donc, tu dois créer ton induction, tes approfondissements, tes suggestions, etc., tes questionnements, tes retours. Mais oui, tu as raison. Je pense qu'en plus, la posture hypnotique, qui est une posture haute, hein, même si en psycho, on aime dire vaut mieux avoir une posture basse, en hypnose, c'est quand même une posture haute. Et la posture haute fait que la personne qui vient, qui va être sujet de sa propre séance d'hypnose, attend quand même de l'opérateur un guide et suivre, et pas être autonome pleinement pendant la session. Donc, c'est vrai que là-dessus, c'est important de le rappeler. Au niveau d'état, nous pouvons absorber des informations,
mais ils ne peuvent pas activer leur esprit pour les analyser et rechercher les informations dont ils ont besoin. Alors, quand Isabelle a commencé à deviner, entre guillemets, l'esprit de son père, en lui disant quelques informations qu'il allait demander, souvenez-vous, hein, c'était les fameuses questions qu'il avait posées après, elle donnait les réponses des questions qu'il avait déjà en tête pour apprendre. C'est quand même assez rigolo. Cela a attiré son attention. Elle fonctionnait de manière déductive. Mais comment faisait-elle? Il a travaillé pendant les 10 années suivantes. Lorsque les voisins ont vu à quel point les enfants réussissaient à l'école, ils ont commencé à lui demander de former également leurs enfants. Donc là, on revient à la question qui était posée par Lee, qui était très juste. Quand est-ce qu'il a commencé à faire les cours Silva pour enfants? Mais je ne pense pas que c'était la forme qu'on connaît aujourd'hui. Je pense que c'était la forme dont il enseignait à ses enfants, qui était plus un bêta-test, un test sur les gamins, qu'une structure hyper claire par rapport à tout ça. Ils ont commencé à lui demander, ok. Certains adultes voulaient même apprendre son système. Ainsi, au cours des 10 années suivantes, 53-63, il a formé 29 personnes supplémentaires, enfants et adultes, pour développer leur ISP naturel donné par Dieu. Puis, il a formé un groupe qu'il a appelé l'Aredo Parapsychology Foundation et a commencé à former des groupes de personnes. Donc là, on est, tu vois, autour de 63, on s'y retrouve. C'est ainsi qu'il a développé des méthodes de formation. Donc, c'est vraiment entre 63 et 66 qu'il a vraiment commencé à développer techniquement la méthode Silva, des manières d'enseigner la méthode. Qu'il a développé des méthodes de formation et acquis la certitude qu'il pouvait former des groupes comprenant à la fois des hommes et des femmes, des jeunes et des vieux. Il a essayé de donner ses recherches gratuitement à l'Église, aux établissements d'enseignement et même au gouvernement américain. Aucun d'eux n'était intéressé, mais le public l'était. C'est pourquoi en 1966, il commença à donner des cours publics. Ainsi, le premier entraînement pour enfants remonte à 1949 pour l'entraînement du cerveau gauche, MC, donc 101-202, et à 1953 pour l'entraînement du cerveau droit, 303, 404. Donc on pourrait se dire, clairement, c'est 53. 53 où il a commencé à y avoir une structure, Silva, désormais rationalisé, étendu et mis à jour dans... Bon, là, après, il fait sa pub. J'ai enseigné quelques cours pour enfants. Nous utilisons le même manuel de l'instructeur, exactement les mêmes cycles de conditionnement présentés dans le même ordre que toutes les autres classes. Il y a cependant une grande différence. Les enfants apprennent beaucoup plus vite que les adultes. Ils veulent juste faire ce que vous leur dites le plus rapidement possible afin que vous les laissiez sortir et jouer. Leurs questions ne viennent pas de doute. Leurs questions ne viennent pas de... Bon, il n'y a pas de doute. Ils veulent simplement en savoir plus sur les choses qu'ils peuvent faire avec leur esprit. Ça c'est aussi un truc que tu as remarqué. Les enfants, ils veulent rapidement apprendre les trucs. Oui. Ah, oui. Voilà les adultes qui disent, mais comment tu peux comprimer tout ça dans si peu de temps? Parce qu'on commence à 9h30, on termine à 5h. Et je dis, parce que tout ce que je dois dire, c'est voilà comment le faire, on va le pratiquer, et puis on va jouer un jeu ou chanter une chanson. Mais pour les adultes, je dois passer la moitié du temps à expliquer rationnellement comment c'est possible pour les convaincre. C'est vrai qu'il y a un côté doueur, faiseur chez les enfants qui est ok, bon c'est bien, mais tu nous saoules, vas-y, fais-nous faire, on va voir ce que ça donne et après éventuellement on en parle. Alors que les adultes, avant de le faire, ils vont dire attends, je vais pas faire tout et n'importe quoi, explique-moi bien ce qu'il faut faire. Voilà. Les mots-clés de mémoire, par exemple, les enfants apprennent ça tellement rapidement qu'ils sont tout de suite en train de faire décoder des messages, etc., etc., pendant qu'il y a des adultes qui disent « Je ne comprends toujours pas pourquoi vous faites ça. » Oui. Oui, il y a un côté fonctionnel chez l'enfant qui est sympa là-dessus. Hein. Alors, pour la deuxième question, Nelda Schitz, qui a aidé à organiser le premier cours public, a déclaré qu'il essayait de tout leur apprendre. Depuis, comment atteindre ce niveau spécial? Ah oui, alors ma deuxième question, hein, c'était sur le cours avancé.
comment atteindre ce niveau spécial entre l'éveil et le sommeil profond, jusqu'à comment l'enseigner aux membres de leur propre famille. Il est enthousiasmé par cette idée, comme le montrent les enregistrements de cet entraînement de 72. Alors, tu vois, il ne m'a pas vraiment répondu sur la date du premier avancé. Mm. On ne sait pas exactement quand est-ce que ça a été fait. Non, non. Je crois qu'il voulait dire oui, mais il n'a pas vraiment été précis dans la réponse. La réponse, ouais. Oui, mais effectivement, il voulait donner tout le cours dans le cours de base. Et dans le cours de base, il y avait ces techniques, mais il y avait tellement d'autres. Tu as entendu tout ce qu'il disait juste dans la conférence d'introduction. Et tu as dit, il y a des choses que je n'ai jamais entendues auparavant. Et il voulait enseigner tout ça. Et après un moment, il s'est dit, mais bien sûr, je ne peux pas mettre tout ça en 4 jours. Donc là, il a commencé à introduire autre chose pour leur donner le temps d'absorber, d'apprendre, etc. Mais c'est vrai que la première version était l'équivalent de 3 jours. Je crois que c'était 3 soirées et un week-end ou quelque chose comme ça. Exactement, 3 soirées et un week-end. Et c'est pour ça que je dis, tiens, ça doit être probablement le tout premier. Parce que après, on m'a toujours dit, il y avait le cours supérieur de 3 jours. Et puis après, ils ont divisé en 2 cours supérieurs de 2 jours chacun. Mais le tout premier, il était 3 soirées, plus de 2 jours, oui. Je crois que ça doit être ça. On peut vérifier quand même. Mais... Ouais, je pense que on aura les infos au fur et à mesure. Mais c'était trop vite. Et après quelques cours, il réalisa qu'il devait d'abord apprendre aux gens à l'utiliser eux-mêmes, puis leur apprendre à l'enseigner aux autres. Il a donc commencé à présenter un cours de base et un cours avancé. Puis vinrent quelques changements de nom. Cours est un terme académique et chacun des 50 États des États-Unis a ses propres exigences pour certifier les enseignants et les instructeurs. Il a donc arrêté d'utiliser ces termes, mais n'importe qui peut donner des conférences. Alors, il a commencé à utiliser ce terme. J'ai trouvé que c'était intéressant, ça, comme petite information. Pourquoi on appelle ça des conférences? Oui, mais ce n'est pas du tout une distinction que moi j'ai eue moi-même, mais voilà. Apparemment, aux États-Unis, c'était comme ça. Ouais, c'était comme ça, exactement. Il a également arrêté d'utiliser le terme avancé parce que le cours de suivi n'avait rien de plus avancé que d'aider les gens à développer, à apprendre à utiliser leur SP. Nous avons donc eu la série de conférences de base et la série de conférences pour les cycles supérieurs. La série de conférences pour diplômés n'était dispensée que pour les membres du personnel du siège de Laredo. Et bien qu'il y avait enfin une exception, le docteur Anne, qui fut le premier scientifique à rejoindre José dans ses travaux. Le GLS était un merveilleux... GLS, tu peux me rappeler ce que c'est, GLS? Graduate Lecture Series. Je crois que... Ah ouais, c'est les Lecture Series. Ouais. Était un merveilleux cours intensif de 3 jours. Cela a commencé le mercredi soir avec une séance d'introduction à laquelle le public a pu assister et en apprendre davantage sur le contrôle mental. Ensuite, cela s'est poursuivi pour le diplôme du BLS uniquement, le jeudi et vendredi soir, le premier jour, et toute la journée du samedi et dimanche. Pensez maintenant à ce que ce signifiait pour l'instructeur. Il quittait Laredo le mercredi, travaillait 3 soirs et 2 jours complets, puis retournait à Laredo et essayait de revenir au bureau avant la fin de la journée du lundi. Puis mardi au bureau et en vol pour la prochaine ville, etc. Pas de congé et très peu de temps pour accomplir un travail au bureau. Ils ont continué ce programme jusqu'en 79. Ça, j'ai trouvé que c'était intéressant. Donc, en gros, on avait un programme qui n'était pas vraiment ce qu'on connaissait jusqu'à 79. 79, ça a commencé à changer, soit près d'une décennie. Puis quelqu'un, je ne sais pas qui, a une idée géniale. Diviser le GLS en 2 cours, chacun d'une durée de 2 jours. De cette façon, ils s'envolent le vendredi, font la soirée d'introduction et le week-end et rentrent à Laredo le lundi. La meilleure partie, il facturait 200 € pour le GLS. Alors, avec le nouvel horaire, il facturait 150 € pour chacun des cours, ce qui était plus facile pour les participants et rapportait plus d'argent à l'organisation Silva, 300 € à place de 200. Businessman, hein, c'est des businessmen, n'oubliez pas. Hein. On vous l'a déjà présenté, mais ça a été une vraie machine à faire des sous et à bien fonctionner. Hein. C'est bluffant, c'est bien, c'est bien. Les 2 parties s'appelaient Graduate Seminar, GS, et Ultra Seminar, US.
Seul José a enseigné l'ultra-séminaire. Il y a ajouté des techniques de guérison par la foi holistique. Plus tard, Juan, Tony, Alex ont également commencé à l'enseigner. J'ai longtemps fait pression pour qu'il ouvre le séminaire des diplômés et que des professeurs expérimentés du BLS présentent également le Graduate Seminar, au moins localement. Il a fini par accepter au milieu des années 90. Marrant, hein? C'est-à-dire qu'avant que ça y ait vraiment des enseignements ultra graduates, ça a été compliqué. Ça a été compliqué. Encore une chose concernant le terme avancé. Lors d'un séminaire de développement des conférenciers, Burt Goldman, qu'on connaît bien, parle aux conférenciers de son séminaire de dynamique mentale, officiellement sanctionné, et de la façon dont ils pouvaient gagner beaucoup d'argent en le parrainant sur leur territoire. Quelqu'un a demandé s'il s'agissait d'un cours avancé, entre guillemets. Burt répondit lentement et délibérément, il n'existe aucun cours sur cette planète plus avancé que la série de conférences de base. On va me voir que Burt, il a quitté Silva, il est revenu. Le gars, il a vécu sa vie. Burt, moi, je ne l'ai pas connu beaucoup, mais de ce que j'en ai vu, et Ali pourra vous le dire, c'était vraiment esprit libre. Hein. Il fait ce qu'il veut. Si le mec qui, avec tout ce truc de j'ai développé plein de choses, je reviens dans la méthode Silva, c'est que ce qu'il dit, c'est que vraiment, il le pense. C'est pas pour faire, justement, pas pour faire du business. C'est avec les bases, vous pouvez tout faire. Cela fut vrai pour la décennie suivante. Plus tard, Burt est devenu l'un des conférenciers Silva qui a évolué et commencé à enseigner le système Ultramind, etc. À propos, Burt est la seule personne jamais désignée par José comme ambassadeur mondial de bonne volonté pour l'entreprise. C'est le patron, quoi. C'était le second du patron sur plein de choses. Donc ça, c'est intéressant. On vous lira la prochaine fois un peu tout ce qui est la timeline de la méthode Silva pour que vous puissiez avoir un petit feedback. Je vous donnerai aussi le lien qu'il nous a donné, qui est plutôt cool. Ça nous permet bien de savoir comment ça a évolué. Et donc, pas avant 79, cette séparation entre les cours ultra et graduate. Donc, j'ai trouvé que c'était intéressant comme feedback. Et vous avez vu, il nous a fait vraiment un vrai mail complet avec plein d'informations, plutôt chouette. Tu connaissais ces infos-là? Tu les avais déjà lues ou entendues? Je ne savais pas l'année exacte quand ils ont décidé de diviser. Mais c'est vrai que quand moi je suis arrivée, depuis des années, c'était ultra graduate. Et je me demandais pourquoi, à l'époque, il y avait au moins 2 techniques qui étaient dans les 2 cours. Et je dis, mais comment ça? Et on m'a dit, mais dans le passé, c'était un seul cours. Et quand on a divisé, c'était pas exactement clair. Donc, il y a certains qui ont gardé une certaine technique dans graduate et d'autres qui ont fait en ultra. Et puis, dans les années 90, je crois que c'était 97, on a demandé à Nelda Sheets de faire un cours pour vraiment distinguer. Ça, c'est le graduate, ça, c'est le ultra, parce que c'était un peu en confusion auparavant. Donc, ça, c'était quand moi, je suis arrivée. Mais c'était au moins 2-3 ans avant que j'avais compris, en fait, que les 2 cours étaient, dans le passé, un seul cours. Ah ouais, c'est fou. Nelda Sheets, elle a fait beaucoup de trucs aussi pour la méthode. C'était le premier instructeur, Silva. Donc, et souvent, on oublie parce qu'on dit que c'était la première instructrice. Mais elle a commencé en même temps que Harriet McKnight. Oui. Depuis le départ. Ouais, et puis elle était super investie parce que si c'est elle qui s'occupait de ces cours que quasiment personne gérait, c'était c'est génial. En tout cas, j'ai bien aimé ce petit retour. C'est cool, hein, quand on lui envoie des mails, il nous fait des jolis retours, il nous explique plein de choses. Donc on a cette chance-là, on va continuer à en profiter. Nous, on s'arrête là pour cette deuxième partie de podcast. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à les partager sur Facebook, YouTube. On y répondra le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et concluer. Merci à toi, Ali. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao.